Très bien. Bon. Alors, déjà bienvenue à tous à cette soirée sur le thème de l'immunité naturelle à travers la nutrition et la phytothérapie. Du coup, ce soir, j'ai le plaisir de donner cette conférence avec Dominique Garonne, notre cher droguiste de Monté, que vous connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous. Je ne sais pas, tout le monde le connaît? Normalement, avec la réputation qu'il a, ça joue. Donc voilà, on a le plaisir de vous accueillir dans ce nouveau centre en fait, qui vient de naître cet été, qui s'appelle MEDOL, donc médecine holistique. C'est un centre de médecine intégrative qui a pour but d'allier la médecine conventionnelle avec la médecine alternative. Donc moi j'ai installé maintenant mon cabinet depuis début juillet ici, en tant que nutritionniste holistique. Donc moi j'ai une expérience de 10 ans maintenant en tant que professionnelle de la nutrition. Je suis également formatrice et maman de 4 enfants. Donc ça fait évidemment bien plus longtemps que mon parcours a commencé dans la nutrition. Depuis l'âge de mes 20 ans, on peut dire, donc, notamment avec des troubles du comportement alimentaire, anorexie et boulimie pendant 10 ans, ce qui m'a amené à acheter que des livres de nutrition. Donc j'ai fait de la boulimie de livres, autant que de nourriture. Et puis évidemment, c'est à travers la nutrition en fait, que je me suis trouvée. Et j'ai compris en fait, que la nutrition, c'était pas que l'alimentation. Que la nutrition, c'était aussi tout ce qu'on absorbe au quotidien dans notre environnement qui peut impacter notre santé, qu'elle soit morale ou physique. D'où cette approche holistique qui est celle que j'ai choisie en fait, pour pratiquer. Donc holistique qui veut dire intégrale. C'est une approche qui était déjà connue du temps d'Hippocrate, le père de la médecine. Donc il y a quand même 2500 ans en arrière, en fait, on connaît cette approche intégrale de la personne, où on va regarder l'être humain dans son plan physique, psychique, émotionnel, existentiel. Donc il n'y a pas que la nourriture physique, il y a aussi de la nourriture psychique, émotionnelle et existentielle qui est en lien avec notre valeur en fait. Donc voilà, alors on forme un joli duo dans le sens où moi je pratique aussi la phytothérapie, la micronutrition. Donc pour moi c'est vraiment un allié pour la santé des gens. Autant pour le système immunitaire que pour toutes les autres pathologies. Donc aujourd'hui en nutrition, on ne fait plus de la petite cuisine, on parle de médecine nutritionnelle d'ailleurs, où on accompagne toutes les pathologies, de la simple fatigue jusqu'au cancer. Évidemment, on travaille en association pour pouvoir trouver les meilleurs protocoles pour la personne qu'on a en face de nous, tout en évitant de rester évidemment que sur le plan physique, puisque chacun vient avec sa propre histoire, son propre bagage. Donc là, le thème de ce soir, c'est l'immunité. Donc on va voir qu'est-ce que c'est l'immunité. Dominique, on va voir qu'est-ce que tu en penses, toi aussi, quand tu t'apportes tes compléments. Donc quand on parle de système immunitaire, déjà le système immunitaire, c'est quoi? C'est notre bouclier, c'est notre système de défense naturelle. Donc on a bien un système de défense naturelle avant d'aller chercher des produits qui soient naturels ou alors chimiques en droguerie. On a d'abord un système de défense naturelle. Notre premier système de défense naturelle, on l'appelle le système de défense inné. Donc inné parce qu'on l'a depuis déjà la naissance. En fait. Donc on a des barrières naturelles qui nous permettent de survivre et dans le cas où on l'avait pas, on serait déjà mort depuis longtemps. Donc on l'appelle inné ou non spécifique. Donc on va voir pourquoi. Et puis le système immunitaire acquis, spécifique ou adaptatif. Donc acquis, c'est la deuxième immunité. Donc on verra exactement qu'est-ce que ça veut dire la deuxième immunité. Donc c'est le deuxième front. Donc on appelle une réponse immunitaire le déclenchement du système immunitaire face à une agression, donc infection bactérienne, virale, intolérance, etc. Donc face à un ennemi, notre corps va se défendre, peu importe l'ennemi. Alors des fois l'ennemi ça peut être une fraise, un kiwi, une amande, du quinoa, ça peut être un aliment. Parce que plus le tube digestif est dégradé, plus l'intestin est dégradé, plus il peut réagir à des molécules même qui sont reconnues en fait comme saines. Donc on peut être aussi intolérant ou allergique même à des plantes qui sont saines pour la santé. Donc l'idée c'est vraiment de comprendre déjà à la base qu'est-ce que c'est l'immunité. Donc à chaque fois qu'on a une agression, on va avoir une réponse immunitaire. Il y a quelque chose à ajouter là-dessus? Là, on parle des défenses immunitaires internes, mais pensez aussi aux défenses immunitaires externes. Donc la peau. Parce que la défense immunitaire, c'est la peau,
On a souvent vu des grands brûlés qui mouraient parce que la peau ne faisait plus son effet, mouraient par infection. Et on peut penser au poil du nez, hein, c'est eux qui font comme un sas, les villosités dans les poumons, hein, c'est des poils justement qui font leur travail pour éliminer toutes ces glaires. Et puis les intestins, on en va parler après. Je t'en dis juste. Merci Bruno. Et la dernière, Elle n'est pas arrivée, c'est pas grave. on laisse sur l'air quand même en bas encore. Oui, super. Donc en effet, on a des barrières qui sont physiques et des barrières qui sont chimiques. Donc dans les barrières physiques, tu as cité la peau, les cils qu'il y a dans le nez, dans les poumons. Et puis donc on les voit ici, donc les barrières mécaniques. Voilà. Donc là notamment, avant que l'ennemi arrive dans notre corps, il va d'abord y avoir des premières barrières. Donc notamment même au niveau par exemple de la gorge, hein, vous parlez des amygdales, des végétations, souvent on les enlève mais on ne se rend pas compte que c'est déjà une première barrière. Quand les amygdales et les végétations gonflent, c'est que justement il y a un ennemi qui est là et l'idée c'est vraiment de comprendre que si tout à coup on enlève, l'ennemi va tout de suite plus bas dans les voies pulmonaires. Donc en fait notre corps il est bien fait hein, pour ça, puis même on a cité hein, déjà la peau, donc les fosses nasales, les bronches, les poumons, l'intestin qui est l'interface entre l'extérieur et l'intérieur, donc la paroi de l'intestin hein, qui doit filtrer. Puis même chez les femmes, nous aussi au niveau de l'utérus, donc on a notamment aussi cette barrière pour éviter des infections, pour autant qu'il y ait un équilibre qui soit tenu au niveau microbiote, comme ça on en parlera évidemment durant cette soirée. Donc on a des barrières physiques, mais aussi des barrières chimiques, donc les larmes, le mucus, la salive, la sueur, le suc gastrique. Donc pareil, hein, dans l'intestin, on a aussi des sécrétions, pareil au niveau vaginal. Donc toutes ces sécrétions, elles ont un certain pH, donc le pH c'est ce qu'on appelle l'équilibre acide-base. De manière générale, ça permet de mesurer l'acidité ou l'alcalinité d'un liquide. Et en fait, ce pH, notamment au niveau de l'estomac, c'est là où il est le plus bas, hein, donc on a un pH très acide, va permettre justement d'éviter qu'on ait des microbes pathogènes qui viennent infecter l'organisme. Donc évidemment, ce pH, il peut être perturbé, par exemple si on prend des médicaments, si on est d'opération, et aussi par rapport à notre mode de vie, notre alimentation. Donc tout cet équilibre, il est extraordinaire, mais en même temps, il peut être très fragilisé dans certaines situations. Donc c'est pour cette raison que, notamment en médecine nutritionnelle, on va tout le temps chercher la cause du problème. Si par exemple vous avez une mauvaise digestion des protéines alimentaires, on va se poser la question, tiens, ça se digère où les protéines? Ça commence dans l'estomac. Donc est-ce que l'estomac est en bonne santé? Non, il n'est pas en bonne santé parce qu'on a dû prendre des antiacides, on a des remontées acides depuis déjà plusieurs années. Et puis du coup, après, dans l'intestin, ça ballonne, ça putréfie, on a des gaz malodorants, etc. qui sont dus à la mauvaise digestion des protéines, parce que déjà en amont, à l'étage de l'estomac, on a une perturbation de l'équilibre acido-basique, on a le pH de l'estomac qui a été modifié, notamment peut-être par des traitements ou d'autres toxiques, et qui fait que les protéines sont mal digérées. Donc à chaque étage, en fait, il y a des conditions respectées, donc tout comme dans la bouche, hein, pareil. On a un équilibre acido-basique dans la bouche, donc on peut très bien, avec une mauvaise santé dentaire par exemple, perturber l'équilibre acido-basique dans la bouche et puis avoir un pH qui ne soit pas adéquat, et ce qui fait que dans la bouche en fait on a des enzymes qui commencent à dégrader les aliments, mais ces enzymes elles ne vont pas pouvoir être efficaces. Donc du coup c'est le travail de se faire plus bas. Donc évidemment c'est qui se ramasse tout le job à la fin? Quand ça ne s'est pas fait correctement en amont, et c'est notre intestin. C'est pour ça qu'après, on se transforme des fois en montgolfière ou voire en usine à gaz par rapport à tous ces paramètres. Juste une petite parenthèse, on a encore parlé de l'estomac, on parlait de ces IPP, ces inhibiteurs par proton, quatrième médicament le plus vendu au monde, qui est un poison. Si on l'emploie sur un long terme, si on l'emploie sur 15 jours, 3 semaines, ça va, mais sur un long terme, c'est extrêmement dangereux au niveau du foie, du pancréas, des intestins, des yeux, pratiquement tous les organes. Et c'est le quatrième médicament le plus vendu au monde. Et ça, c'est
Pardon? Lequel? Les IPP, genre antiacides. pantozole, pantoprazole, oméprazole, Nexium, c'est ce qu'on donne parce que tout d'un moment, l'acidité dans l'estomac, alors tout d'un coup, ben voilà, on va chez le médecin on donne tout de suite cet antiacide. Et puis cet antiacide, sur un long terme, c'est du poison. On n'a jamais vu autant de cancer du pancréas suite à la prise de ce médicament pour l'estomac. Quatrième nerf plus vendu au monde. Et puis, on lui donne maintenant aux nourrissons pour ceux qui regurgitent. Il y a 1000 ans que les gamins regurgitent, on donne des... Non, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Et on a aussi des gouttes pour l'estomac avec des teintures mères de gentiane, menthe, piété, absinthe qui font le même effet que ce fameux IPP et sans aucun effet secondaire. Alors, méfiez-vous de ce poison. Et après, quand c'est une addiction, si vous prenez sur un long terme, vous l'arrêtez, vous n'arrivez plus, vous vomissez, vous avez des nausées. Alors, on reprend vite médicaments. Combien j'en ai vu, ah, mais je vais te prendre, je vomis si j'arrête. Oui, bien sûr, après quelques mois, voire quelques années, et ben, on ne peut plus arrêter. C'est terriblement difficile. Et puis, voilà, on donne ça pour l'estomac, et on a vu, en prenant ce médicament, donner des problèmes d'estomac, c'est n'importe quoi, non, c'est l'horreur. Et puis justement, ça peut créer des fractures au niveau des poignets, de la colonne vertébrale, des hanches. Et c'est ce que les gens ne lisent pas exactement, ils prennent ça comme des petits bonbons. On commence à 20 mg, après c'est 40 mg, et puis on peut bouffer des cailloux, ça, tout qui passe. Mais quand on va arrêter, la déminéralisation osseuse. Exactement, tout à fait. Exactement. C'était juste un petit, vu qu'on parlait de l'estomac, je voulais dire oui. Je suis désolée, comment on fait la transition justement? Ah ben justement, c'est prendre le niveau d'estomac, même un petit peu de bicarbonate de temps en temps. Il y a des gélules à base de plantes tibétaines. Et puis ici, c'est vraiment trop fort. On prend une fois ce fameux IPP, et puis après, ça sera une fois tous les 2 jours, puis c'est une fois tous les 3 jours, une fois tous les 4 jours. Et puis voilà, c'est comme ça, mais c'est vraiment très difficile. Mais il faut serrer les dents, puis comme je dis, ces teintures mères, on peut les prendre 3, 4, 5 fois par jour, il n'y a pas de souci. Alors voilà, c'est vrai que quand je vois que la plupart des gens prennent ça comme si c'était un petit bonbon, alors aucun souci. Mais après, quand on a tous ces problèmes, et voilà. Alors, c'est juste pour faire une petite parenthèse, vu qu'on était au niveau de l'estomac. Oui, alors c'est intéressant justement de pouvoir approfondir là-dessus, parce que ce qu'on oublie tout le temps, en fait, c'est de traiter la cause. Il y a 2 médecines aujourd'hui. Donc il y a la médecine conventionnelle, où là, on fait de la médecine symptomatique d'urgence. C'est clair que le médecin d'aujourd'hui, il n'a plus assez de temps en consultation pour offrir de l'écoute et puis aller chercher la cause du problème. Donc quand on veut aller traiter la cause, il faut aller dans la médecine préventive alternative et puis là réfléchir en fait qu'est-ce qui justement génère des remontées acides dans notre comportement alimentaire. Donc soit peut-être des excès alimentaires, alors évidemment je ne peux pas vous lister tout maintenant parce qu'il y a une demi-page à 4, donc soit dans les excès alimentaires, dans les traitements qui ont été pris, qui font que du coup l'estomac en fait régurgite tous les sphincters de l'estomac, c'est-à-dire les petits clapets qui ferment et qui ouvrent l'estomac ne fonctionnent plus correctement et du coup vous avez l'acidité qui remonte. Donc de prendre le médicament, c'est un peu comme quand vous avez une ampoule qui s'allume sur le tableau de bord de votre véhicule, et puis au lieu d'aller chez le garagiste, vous prenez le marteau et vous allez péter l'ampoule. Donc on n'ose pas faire ça avec notre voiture. Alors après, bien sûr que dans des circonstances d'urgence, le médicament, il a toute sa place, pour autant que c'est pris dans un temps limité. Et puis après, il faut faire un sevrage, évidemment, en collaboration avec son médecin, pour éviter de faire n'importe quoi. Et en même temps, il faut une solution de remplacement naturelle. Donc autant au niveau de la diététique qu'autant au niveau de la phytothérapie pour soulager le symptôme, parce qu'il n'est jamais très agréable d'avoir des douleurs et puis on sait à quel point ça pèse sur le moral. Donc l'idée c'est vraiment de commencer par ça. Puis la cause elle peut être autant physique, donc dans l'alimentation, dans les traitements qui sont pris, mais autant aussi psychique. Donc on dit bien j'ai un point au ventre, j'ai un nœud à l'estomac. Donc il y a des situations qui affectent notre tube digestif. Et ça pourquoi? Parce qu'en fait on a des cellules nerveuses tout le long du tube digestif. Donc toute la paroi de l'estomac et des intestins c'est enrobé de cellules nerveuses. On a plus de 200 millions de cellules nerveuses dans notre tube digestif, donc autant que dans le cerveau d'un petit chien. Donc vous avez, si vous voulez, l'ordinateur central et le disque dur qui sont tout le temps connectés. Donc tout ce qui se passe ici, c'est ressenti au niveau du tube digestif. C'est pour ça en fait que l'équilibre nerveux il est extrêmement important
avant de parler d'alimentation et de comportement alimentaire. Les choix alimentaires et les comportements alimentaires, souvent, c'est la conséquence, si vous voulez, de votre état en fait, dans l'ici et maintenant, votre état émotionnel, mais aussi de toute votre histoire de vie, votre culture, vos croyances, l'influence de votre environnement, etc. Donc c'est important d'avoir une vue globale et puis ensuite d'aller chercher un remède. Mais évidemment, pour moi, c'est un non-sens aussi d'aller chercher un remède naturel, même de plantes, sans aller traiter la cause. Parce que là, on fait aussi de la médecine de catalogue, du coup. D'accord ? mais naturellement. Donc là, le but, c'est vraiment de faire un travail de fond. On appelle ça un travail de terrain, en fait. Donc c'est dans les principes de naturopathie. Donc c'est les principes, en fait, qui étaient connus du temps d'Hippocrate, hein, déjà, de rien inventer, pour traiter, justement, les pathologies, qu'elles soient digestives ou immunitaires. Donc voilà pour les différentes barrières. Donc il faut bien comprendre cette notion de pH. En fait, donc par exemple au niveau de l'estomac, on a un pH qui est entre 1 et 5. Si tout à coup on prend des antiacides, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va enlever de l'acidité, donc ça va basifier l'estomac. Mais l'estomac, en fait, les sucs gastriques, donc les enzymes qui permettent de dégrader les aliments dans l'estomac, ne fonctionnent que dans ce pH-là. Dès que vous basifiez le pH de l'estomac, ça ne va plus fonctionner correctement. Et après, les ennuis, ça va se répercuter au niveau de l'intestin. Vous voyez ? Et moi, j'ai pris, on m'a donné il y a des années, des antibiotiques quand j'avais l'ulcère à l'estomac. Pour les hélicobactères. Est-ce qu'ils reviennent, les hélicobactères, où ils sont? Oui. Encore une fois, il faut traiter la cause. Donc l'hélicobactère, souvent, en fait, il va proliférer dès qu'on change le pH de l'estomac. Donc il est naturellement présent dans l'intestin, et puis il reste à sa place pour autant que le pH il reste dans une certaine fourchette. Mais dès qu'on commence justement à avoir une hygiène de vie ou prendre des traitements qui vont perturber ce pH, l'hélicobactère il peut proliférer. Et dans ce cas-là, souvent c'est vrai qu'on n'a parfois pas le choix de recourir à des antibiotiques parce que la prolifération est trop importante et puis on a un risque d'ulcération au niveau des muqueuses avec perforation gastrique. Mais l'idée, c'est en même temps qu'on fait ça, d'aller chercher la cause et puis de tout de suite derrière rebondir pour récupérer le terrain, parce que les antibiotiques, ça veut dire ce que ça veut dire, anti-bio, donc anti-vie. Donc ça tue toute la vie que vous avez dans le tube digestif, et notamment le microbiote, notamment intestinal, qui contient quand même 100 000 milliards de bactéries, on va revenir tout à l'heure dessus, et qui est au centre de notre santé, notre immunité. Notre microbiote il va être détérioré, donc il ne va plus pouvoir remplir ses fonctions. C'est pour ça que les Helicobacter pylori, voilà, qu'est-ce qu'on donne des antibiotiques? Les antibiotiques, ça font l'acidité de l'estomac. Après, alors pour ça, il y a l'argent colloïdal. Avantageusement, c'est. Ça fait des années, j'ai compris beaucoup de choses, mais pour dire, là, les hélicobactères, ils revient quand il peut revenir. C'est pas parce que les antibiotiques qui vont revenir. Oui. Alors dès que l'équilibre est rompu, en fait, tous les jours, on a plein d'occasions pour rompre l'équilibre. Vous faites carnaval, je dis rien parce qu'attention, il y a Dominique qui est là. Après carnaval, l'état du microbiote, ça ne doit pas être terrible quand même. Le naturel, il revient tout de suite au top niveau. Heureusement pour toi, le microbiote a une mémoire, donc on dit qu'il revient. Mais voilà, il ne faut pas faire des abus non plus. Donc effectivement, on ne se rend pas compte en fait que ce microbiote, c'est des micro-organismes vivants qui sont microscopiques et en plus on ne les voit pas. Mais ils respirent, ils mangent et en gros ils font caca, donc ils sont des sécrétions qui sont protectrices ou des toxines, donc on verra ça tout à l'heure. Donc voilà pour les barrières, du coup je reviens juste sur les slides d'avant parce que j'étais un petit peu vite. Donc première ligne de défense, donc au niveau des fonctions, donc on sait que ces premières lignes de défense, qu'elles soient mécaniques ou chimiques, elles vont bloquer la plupart des micro-organismes, donc il y aura déjà un premier filtre, donc ça se fait rapidement. C'est présent dès la naissance, donc on l'hérite. Alors évidemment, quand on parle d'héritage, il faut savoir qu'on n'hérite pas tous d'un super bagage. Quand on parle du capital santé, il y en a qui naissent avec une Rolls-Royce et puis d'autres avec une 2 chevaux. Donc après, ça ne veut pas dire qu'on est condamné. À partir du moment où on vient au monde, notre corps il a un principe qu'on appelle l'homéostasie. Ça veut dire qu'il va tout faire, chaque fraction de seconde qui passe, pour retrouver un état d'équilibre avec ce que vous lui donnez. Donc c'est pour ça que des fois, si on imagine tout ce qu'on a fait dans notre vie, tout ce qu'on a mis dans notre corps et qu'on est là encore vivant, on peut lui dire merci.
Parce qu'il y a des millions de réactions chimiques chaque seconde qui permettent justement de retrouver un état de bonne santé. Évidemment, tout dépend de la dégradation du terrain à la base. Donc c'est non spécifique de l'antigène, donc il n'y a pas de tri. Donc l'antigène c'est l'ennemi, n'a pas de mémoire et n'est pas augmenté à une seconde exposition. Je reviens juste, oui. Juste une question, pardon. Vous dites présent dès la naissance, mais que pour les enfants qui naissent par voie basse, ou bien comment ça se passe? Parce qu'un enfant qui est né par césarienne, puis qui n'a pas pu être allaité, Oui. et voilà, maintenant qu'il a 25 ans, puis il y a pas mal de problèmes, ça cogite beaucoup dans ma tête. Tout à fait. Alors, normalement, je réponds à cette question dans la partie intestin, mais on dit il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc, allons-y maintenant, comme on parle de l'héritage. Donc, effectivement, le mode de naissance, il est très important, mais il n'y a pas que le mode de naissance. Il y a déjà l'état de santé de la maman quand l'enfant il était déjà dans le ventre. Parce que si on a une maman qui avait une immunité déficiente, des troubles digestifs, rien que la constipation déjà. Souvent, on minimise la constipation. La constipation, c'est quoi? C'est une rétention des déchets. C'est une auto-intoxication progressive. D'ailleurs, on a justement fait des études qui prouvent que les gens qui font des cancers, souvent, ils ont 80% de déchets dans les intestins. Donc, une maman, par exemple, qui va prendre des traitements médicamenteux, ou alors même naturels, peut-être trop invasifs. On peut parler, par exemple, des laxatifs. Donc, un abus de laxatifs, ça peut complètement détériorer le microbiote. Et en fait, l'enfant, s'il naît par voie basse, il a la chance de naître par voie basse parce que voilà, on fait ce qu'on peut avec le corps qu'on a, les conditions qu'on nous a données. L'enfant, en fait, quand il passe par le vagin, dans le vagin, vous avez un microbiote, le microbiote vaginal, donc aussi un écosystème bactérien qui est conditionné par l'état de santé du microbiote intestinal. Donc, si le microbiote intestinal n'est pas en bonne santé, le microbiote vaginal, en général, il est perturbé. La perturbation, on appelle ça une dysbiose, déséquilibre du biote. Donc, le biote, c'est la vie dans ce système. Et en fait, l'enfant, quand il passe dans le vagin, du coup, il a son intestin qui est plus ou moins stérile. Il y a encore des débats là-dessus, mais normalement, il est stérile. Et puis, du coup, ça vient ensemencer, en fait, son intestin. Alors évidemment, si la maman a un super microbiote, c'est cadeau. Si elle avait un microbiote, entre guillemets, pourri, c'est pas pour juger parce que moi j'ai fait des enfants sur un terrain pourri, mais voilà, après j'ai pu rattraper le coup avec les années. Donc forcément, l'enfant, même en naissant par voie basse, il peut hériter d'un terrain qui est plutôt à tendance pathogène. Donc tout dépend justement de l'état de santé de la maman. Alors après, si l'enfant n'a pas la chance de naître par voie basse et qu'il naît par césarienne, il ne faut pas se leurrer, là il n'y a pas de contact avec le microbiote vaginal, donc c'est les bactéries qui sont dans la salle opératoire, et puis également celles qui sont dans la chambre des visites, qui viennent, les gens aussi qui portent le bébé, etc., qui viennent coloniser le bébé. C'est pour cette raison que dans certaines cliniques, en fait, ils ont l'idée de prendre une compresse stérile, de mettre la compresse dans le vagin de la maman et puis de frotter le bébé avec ça à la naissance. Ça ne se faisait pas il y a 25 ans. Non, puis même encore maintenant, c'est la maman elle-même qui doit demander. Donc en fait, il faut vraiment prendre l'initiative parce que malgré toutes les émissions qu'il y a eu sur le microbiote, il n'y a pas encore suffisamment d'ouverture. Donc après, évidemment, on peut le faire si on a un bon microbiote. Donc encore une fois, comme je vous disais avant, l'état d'homéostasie fait que peu importe l'état de santé des parents, on peut toujours récupérer le terrain parce que maintenant il existe des probiotiques, notamment on va en parler tout à l'heure, qui sont aussi adaptés aux nourrissons, donc des probiotiques qui sont des bactéries qui sont dans des gélules et qui peuvent justement coloniser l'intestin. Évidemment, la flore sera moins diversifiée qu'une flore qui est héritée comme ça. Donc le mode de naissance est très important, puis effectivement, après, comme vous le disiez, il y a l'alimentation. Donc est-ce que l'enfant il est né via le lait, il est nourri via le lait maternel ou alors du lait maternisé, et puis comment il supporte en fait ce lait. Donc le lait maternel aussi peut ne pas le supporter suivant l'alimentation, les traitements médicamenteux, etc. de la maman, donc ça arrive aussi. Et qui fait que en fait, ce microbiote, après, il va varier tout au long de la vie avec l'alimentation, mais aussi avec le mode de vie, parce que cet écosystème ne fait pas que de se nourrir de matière, il est extrêmement sensible aussi à l'environnement extérieur. Donc à chaque fois qu'on a du stress, ça va aussi impacter notre microbiote. Vous voyez ?
Donc voilà pour les principaux. Donc après, donc quand on parle d'agression des cellules, quand on parle d'inflammation, souvent on dit que c'est tout un processus de défense qui est généré notamment dès qu'il y a une agression. Donc cette agression, il faut, comme on a dit, regarder les causes, regarder tous les agresseurs dans notre environnement, que ce soit dans notre assiette, dans les traitements, mais aussi dans les cosmétiques et aussi dans l'air qu'on respire. Donc ça peut être multifactoriel. Voilà, comme ça je reviens. Et quand on parle d'inflammation en général, au niveau conventionnel, on parle d'inflammation aiguë qui va se manifester par rougeur, chaleur, œdème, donc c'est-à-dire gonflement, rétention d'eau, et puis douleur. Donc en général, quand on a une inflammation aiguë, on le sent passer. Et puis en fait, on parle que de ça en général dans la médecine conventionnelle. On parle que de l'inflammation aiguë. Donc l'inflammation aiguë, ça veut dire que votre corps, en fait, il réagit à l'agression et puis il va chercher par des milliers de réactions chimiques à guérir le tissu, donc le libérer de l'infection, par exemple s'il y a des bactéries, des microbes, ou réparer les lésions qui ont été créées par exemple par un accident. Donc le but de l'inflammation, c'est la guérison. Et ça c'est important de conscientiser parce que souvent on voit ça comme un ennemi. On se dit mince, à cause de ça je pourrais pas aller bosser. Alors je fais quoi? Je vais prendre quoi? Je vais prendre des anti-inflammatoires. Je vais aller couper l'inflammation. Et du coup, après, ça part dans les tissus plus profonds, parce qu'on n'a pas réglé la cause. Donc après, quand on parle d'immunité, donc on a vu qu'il y avait l'immunité innée, et puis la deuxième, c'est l'immunité adaptative. Donc là, en fait, adaptative, ça veut dire que le corps, notamment les anticorps, donc les anticorps, c'est les cellules du système immunitaire, quand elles ont déjà rencontré l'ennemi une première fois, elles vont envoyer une information au système immunitaire pour dire « Ah lui, cet ennemi-là, je le reconnais ». Donc il va y avoir un deuxième type d'anticorps, donc de petits soldats en fait, qui vont être développés, qu'on appelle des lymphocytes, qui vont justement être spécifiques à l'infection donnée. Donc l'idée justement c'est de voir cette différence entre l'immunité innée, donc la première barrière, et cette immunité qui est acquise à la deuxième exposition. Tu me dis si tu as des choses à rajouter? Non, c'est bon. Donc les anti-inflammatoires, donc on a dit ça coupe l'inflammation. Après, le problème des anti-inflammatoires, c'est que souvent ça crée des irritations au niveau du tube digestif et après on va vous donner quoi? Des antiacides, notamment parce que vous allez avoir des remontées acides, etc. Donc le premier réflexe, ça serait plutôt d'aller chercher la cause plutôt que de se jeter sur le médicament. Donc après, évidemment, ça touche à beaucoup de choses. Pourquoi on ne s'autorise pas non plus à prendre un arrêt de travail de 2-3 jours quand on a une douleur? Pourquoi on n'accepte pas les forces d'auto-guérison en fait, du corps pour guérir de la maladie? Pourquoi on ne se donne pas ce droit-là? Donc là intervient toute la valeur qu'on se donne en fait en tant qu'être humain pour justement passer par une autre voie que la voie de la simplicité qui consiste à couper le symptôme. D'accord? Trop d'anti-inflammatoires acidifient l'organisme, donc c'est pas bon. Puis ceux qui prennent encore des médicaments pour l'hypertension et puis des anti-inflammatoires, attention, peut faire des crises cardiaques. Alors, ce que les médecins ne disent pas, médicaments pour l'hypertension puis des anti-inflammatoires à rouler tous les jours. Ouais, c'est pas anodin. Ah non, les inflammatoires, c'est pas anodin du tout. Et puis, justement, en plus, ça acidifie énormément l'organisme. En parlant de plus de ça, je vais en petite parenthèse pour revenir sur ces IPP, souvent les gens qui ont des sinusites à répétition, des cystites à répétition, à savoir, souvent ça vient de ce fameux médicament qu'on prend pour l'estomac. C'est quand même incroyable. Et alors je pose 1000 questions que les médecins ne disent pas. Alors antibiotiques, parce qu'on a des cystites, antibiotiques, sinusite, antibiotiques. On arrête, si on peut, ce fameux IPP, et après plus de sinusite, plus de cystite. À savoir, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des antibiotiques sans arrêt, et puis on passe dans des cystites à répétition, puis ces cystites, après 3 fois qu'on a pris d'antibiotiques, ça ne sert plus à rien. Ouais. Le gros problème, c'est l'ignorance. Je dis la plus grande maladie du siècle, en fait, c'est l'ignorance. Parce que tout ce qu'on vous dit ce soir, en fait, ça devrait être enseigné à l'école. Je pense que même 2 jours dans l'année, ça pourrait suffire à éviter l'installation de beaucoup de maladies chroniques, finalement. Il y a facilité. C'est ça. Ouais. On parle beaucoup moins de ce qu'on appelle l'inflammation chronique sourde, ou qu'on appelle aussi de bas grade. Vous avez déjà entendu parler de ça, vous? Donc de bas grade, de bas fond. Donc on l'appelle l'inflammation sourde ou silencieuse, elle porte bien son nom.
Parce que donc cette inflammation, en fait, sourde ou silencieuse, qui est de faible intensité, donc en fait, elle se manifeste par une augmentation lente et progressive en fait, de l'acidité en fait, que vous avez dans le corps qui va agresser les tissus. Donc cette acidité qui vient pas de nulle part, hein, donc qui vient de notre terrain qui se dégrade, notre tube digestif qui se dégrade, une alimentation, un mode de vie qui n'est pas du tout adapté, et qui va faire que notre corps il va s'acidifier de plus en plus. Alors quand on parle d'acidité, donc on sait qu'on a entre 70 et 80% d'eau dans notre corps. Cette acidité, on va la retrouver du coup dans toutes les cellules, et notre corps baigne dans l'eau, hein, donc dans les cellules et à l'extérieur des cellules. Et puis cette acidité va agresser les cellules, perturber leur fonctionnement, et puis en fait ça se fait tout doucement, de manière sourde et silencieuse. Et ça fait, si vous voulez, un peu comme une flaque d'essence qui augmente. Évidemment, c'est très peu symptomatique au début. Vous pouvez avoir des coups de mou à dire tiens, là je sens que je prends de l'âge, j'ai moins d'énergie qu'auparavant, je ballonne un peu plus, j'ai des troubles de la concentration, de la mémoire, tiens, je commence à avoir des douleurs de temps en temps dans les articulations quand je suis fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est cette inflammation en fait, de bas grade, de bas fond, qui est déjà présente, qui s'est construite avec les années et qui va petit à petit justement se manifester. Donc au bout d'un moment, il y a le vase qui déborde, hein, évidemment. Et là, quand le vase déborde, on a des symptômes aigus, donc avec les manifestations qu'on a vues tout à l'heure, douleurs, etc. Donc en fait, en médecine alternative, nous, ce qu'on va faire, c'est justement évaluer déjà en mesurant l'équilibre acido-basique du corps via les urines, et puis aussi la diététique, le plan alimentaire, le bilan sanguin, l'état des organes, et puis évidemment d'autres questions sur le mode de vie, etc. Le degré d'acidité qu'il y a dans le corps et qui justement favorise cette inflammation de bas grade, de bas fond, qui est le nid en fait pour toutes les pathologies, dont le cancer. Donc une cellule cancéreuse, ça se développe toujours sur un terrain acide. Donc bien faire la différence entre les deux. Donc quand on parle de terrain acide, évidemment, on parle aussi d'aliments acidifiants ou alcalinisants. Donc alcalinisant, c'est basifiant. Donc quand on parle de pH, le pH entre 0 et 14, 7 c'est neutre, entre 0 et 7 c'est acide, entre 7 et 14 c'est alcalin ou basique. Donc on sait qu'il y a une catégorie d'aliments, notamment les protéines animales qui sont plutôt acidifiantes, tous les aliments qui sont transformés qui sont plutôt acidifiants. Donc par rapport au moment où on va les manger, ça va être plus acidifiant que d'autres. Évidemment, après je ne parle pas de l'alcool, etc., qui est extrêmement acidifiant. Là, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Puis après, notre mode de vie aussi qui peut être très acidifiant. Le stress, la fatigue, la déshydratation chronique. Et tout ça, ça va aggraver justement l'acidité, donc augmenter l'acidité. Et puis, du coup, en médecine nutritionnelle, on parle souvent de terrain acide déminéralisé. Pourquoi ? Parce que votre corps, évidemment, lui, ce qu'il veut, c'est survivre, survivre. Donc lui, il a des stratégies pour contrer ça. Et quand vous êtes trop acide, il va aller chercher les minéraux qui sont à disposition, donc qui viennent de votre alimentation. Puis si on n'a pas dans l'alimentation, ça sera dans votre corps, dans vos tissus, pour aller tamponner les acides. Vous voyez ? Donc notamment, on peut avoir des symptômes comme les gencives qui deviennent sensibles, sujettes au saignement. Ça peut aller jusqu'à la parodontose aussi, hein, donc ça ne tombe pas du ciel, ces pathologies-là. Les ongles qui commencent à être mous, cassants, la perte de cheveux, la peau qui sèche. Et puis après, ça c'est les premiers stades. Après, on commence à avoir des douleurs dans les muscles, dans les articulations. Donc toute cette acidité, elle s'installe petit à petit. Donc on part après sur le terrain des maladies rhumatismales jusqu'à l'ostéoporose. Donc évidemment, c'est plus les femmes qui vont être touchées avec la ménopause, parce que les hormones aide aussi à la structure de l'os, et puis quand il y a la chute des hormones, voilà, donc vive le métabolisme féminin, mais on a aussi plein d'avantages. Hein. Voilà. Donc en fait, ce qui est important, c'est vraiment faire de la prévention et puis avoir un équilibre. Donc quand on parle d'acide et de base, on parle vraiment d'équilibre acido-basique, donc il ne s'agit pas d'éviter tout ce qui est acide. L'idée, c'est d'avoir en parallèle autant d'aliments et de comportements basifiants pour garder cet équilibre au niveau du corps. Parce que lui, il se débrouille très bien, pour autant qu'on lui donne les bonnes cartes pour faire tampon, en fait. Ça joue jusque-là? Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon, ouais. On fera une pause quand même tout à l'heure pour prendre un petit verre.
poser d'autres questions aussi. Donc les clés d'une bonne immunité, c'est quoi? C'est pas que l'alimentation, donc il y a plusieurs choses. L'hydratation, donc s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas enlever, c'est l'eau. On le voit notamment quand on se prive d'alimentation, l'eau elle est hyper importante. Donc déjà pour transporter les nutriments, pour éliminer les déchets, tout se fait sur un support d'eau, toutes les réactions chimiques se font sur un support d'eau. Après évidemment la qualité de l'eau, c'est encore un grand débat. Aujourd'hui, est-ce qu'on prend de l'eau du robinet, de l'eau en bouteille? Est-ce qu'on filtre son eau? Donc on peut faire toute une soirée aussi de cours et de débats par rapport à ça. Mais l'idée, c'est en tout cas de commencer par bien s'hydrater. Donc on verra tout à l'heure les quantités qui sont préconisées et dans quelles conditions on doit boire plus. Avoir une alimentation qu'on dit vivante, végétalisée un maximum. Donc on parle même d'alimentation physiologique pour l'être humain. Et moi j'aime bien ce terme en fait, d'alimentation physiologique plutôt que d'alimentation hypotoxique, parce que je trouve que ça fait tout de suite, on est un peu condamné quoi. Donc physiologique, ça veut dire que d'adopter une alimentation qui correspond à l'être humain. Donc à chaque fois en fait que vous voyez quelque chose dans votre assiette, est-ce que ça c'est fait pour un être humain? Est-ce que cet aliment-là, à la base, il est fait pour l'être humain? Donc ouais, c'est bon, ça c'est pas. Donc on verra après justement à travers différents aliments si vraiment on a des aliments qui sont physiologiques dans notre assiette. Et notamment quel processus de transformation a subi l'aliment et qui nous fait dire qu'il est du coup devenu non physiologique. D'accord? Donc je peux prendre par exemple même un steak végétarien que j'ai acheté en grande surface et puis en fait quand je regarde la liste, il y a une liste avec au moins 25 ingrédients dedans. Je peux déjà me dire, est-ce que moi, si j'avais fait ce steak végétarien moi-même, est-ce que j'aurais mis autant d'ingrédients dedans? Et puis, est-ce que cet aliment, je le trouve tel quel dans la nature, de manière brute? Non, il est déjà hyper transformé. Alors, comment mon tube digestif va se débrouiller avec ça? Comment mes enzymes vont faire pour dégrader cet aliment qui est ultra transformé? Peut-être encore plus, on peut rajouter, en plus de la transformation, archi-cuit, parce qu'il y a tout un débat aussi avec le mode de cuisson qui peut altérer l'aliment. Donc après, on parle de la respiration, de la détente, de l'activité physique et du sommeil. Donc le sommeil est extrêmement important. On n'arrête pas de dire justement qu'aujourd'hui, on dort moins, on a beaucoup de sollicitations via nos écrans notamment. Donc on est beaucoup sur les écrans, on est happé par énormément d'informations. Et du coup, notre corps en fait ne veut pas récupérer. Et évidemment, derrière ça, il y a la consommation aussi de stimulants, que ce soit à travers la nourriture ou alors à travers des boissons qui sont stimulantes, des sodas ou alors du café, etc., qui vont couper notre sommeil ou alors diminuer la qualité de notre sommeil. Évidemment, le lendemain, il y aura un impact, pas seulement sur nos humeurs, en général, on voit bien quand on est fatigué que le lendemain, il ne faut pas trop, mais aussi sur notre comportement alimentaire et sur la consommation de nouveau de substances qui vont nous permettre de tenir le coup. Donc on part vite dans un engrenage. Donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, quand on a des troubles du sommeil, de chercher en fait quelles sont les conditions nécessaires pour nous, pour qu'on ait un sommeil de qualité. Qu'est-ce qu'on peut aménager dans notre vie pour avoir un sommeil de qualité? Quels sont les facteurs en fait qui nous empêchent aussi de bien dormir finalement? Donc là aussi, et encore une page à 4 si on veut faire la liste. Il y a l'acidité aussi due aux médicaments. Mais il y a des gens qui peuvent avoir l'hypertension, le cholestérol, le diabète, etc. Il y en a 5-6 par jour, qui disent tant j'essaye de bien manger, je dors plus ou moins bien, mais ils ont tellement d'acidité dans le corps, ils ont comme de la fibromyalgie ou de la polyarthrite, c'est les médicaments qui font ça. Mais ils ne se posent pas de questions, c'est parce que les médecins ne le disent pas. Et c'est vrai que 5-6 médicaments, c'est l'horreur. L'acidité que ça peut amener dans notre organisme. Alors c'est aussi, on ne pense jamais à tout ça. Et c'est pourquoi les médecins ne le disent pas. Tel et tel médicament, ça fait ça. Puis les gens ne lisent pas les effets secondaires. Ils ne veulent pas lire parce qu'ils disent « Oh, je ne les prendrai pas ». On ne pense pas l'effet cocktail non plus des médicaments. Et c'est clair que le problème, c'est qu'on a tous aussi sonné aussi en médecine. Donc vous avez des rhumatismes, vous allez chez le rhumatologue, d'accord? Problème avec les yeux, chez l'ophtalmo. Problème avec l'intestin, chez le gastro-entérologue. Et en fait, on nous a fait croire presque qu'on avait des départements séparés et qu'ils n'étaient pas en lien. Mais il y a un lien entre tout en fait. Donc il n'y a pas de département séparé dans le corps, tout est en lien et puis tout commence à partir justement du centre ici de notre intestin.
Donc il y a eu beaucoup d'émissions notamment là-dessus. Donc l'intestin il est en connexion avec tous les organes en fait. Et quand on a compris justement cette histoire d'équilibre acide-base, cette acidité et l'importance justement d'avoir un tube digestif et un intestin en bonne santé, et ça permet vraiment de prendre un bon point de départ et puis d'éviter d'en arriver là justement à prendre des cocktails de médicaments. On dit que l'intestin c'est le deuxième cerveau, c'est bien. Pourquoi on est relié d'aller là au intestin, cerveau, intestin, parce que le quatrième mois, l'enveloppe se détache, l'une va au cerveau, l'autre aux intestins, c'est la même. Pour ça, ouais. Le corps est très bien fait. Même anatomiquement parlant, l'intestin et le cerveau se ressemblent. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Donc le microbiote, 100 000 milliards de micro-organismes vivants. Donc évidemment dedans, vous avez des bactéries, des virus également, des levures, des champignons, qui sont dans un écosystème qui est bien équilibré, normalement, d'accord, bien équilibré, et qui a plusieurs fonctions. Donc on va les voir ensemble. Et une des fonctions qui va nous intéresser le plus, évidemment, c'est au niveau de l'immunité. Donc comme vous le voyez ici, notre intestin, il contient un système immunitaire, donc on appelle ça le système immunitaire entérique, le système immunitaire de l'intestin, qui représente 80% du système immunitaire global du corps. Donc quand votre intestin ne va pas bien, rien ne peut aller. Donc c'est le début des ennuis. Et c'est pour ça que souvent on a tendance à minimiser, on disait tout à l'heure la constipation, mais même les ballonnements. Si c'est de temps en temps, c'est pas grave, mais quand tous les jours vous ballonnez après tous les repas, c'est la porte ouverte en fait aux pathologies, parce qu'il se passe des choses au niveau de l'intestin, donc on va avoir des toxines qui vont être libérées, des gaz qui vont agresser cette première barrière, cette barrière mécanique qui est l'intestin, cette paroi qui doit assurer une certaine étanchéité pour empêcher des molécules de passer dans la circulation. Et dans le cas où cette paroi elle va être altérée, on va avoir une réaction immunitaire derrière. Dès qu'il y a agression de la paroi, réaction immunitaire, qui consiste à réparer les tissus comme on l'a vu, donc inflammation derrière. Donc au niveau de la muqueuse, c'est quand même 300 mètres carrés, donc c'est une grande surface. Donc quand on parle d'intestin, on parle pas seulement du côlon, on parle aussi d'intestin grêle. Donc l'intestin grêle, petit intestin, qui a un rôle de digestion, d'assimilation, c'est le premier, d'accord, plus petit. Le gros intestin, qui est tout au fond, qui va avoir justement, c'est là où on va retrouver ces 100 000 milliards de bactéries, qui va avoir un rôle au niveau digestif, au niveau immunitaire, au niveau de la synthèse de vitamines, et puis aussi au niveau du système nerveux. On a dit avant justement la paroi de l'intestin, il y a un petit écosystème, il y a une bonne et une mauvaise bactéries, j'adore les deux, mais dès que les mauvaises surpassent les bonnes, l'intestin, pour l'intestin devient poreuse et tout sort dans le sang. Donc c'est pour ça, eczéma, on soigne les intestins. Chaque eczéma, ça va les intestins, pratiquement. Voilà, toutes les pathologies en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la muqueuse de l'intestin, elle est en lien avec toutes les muqueuses du corps. Donc que ce soit interne, mais aussi externe. La peau, c'est aussi une muqueuse. Donc la peau, c'est un beau reflet en fait de l'état de la muqueuse de l'intestin. Alors évidemment, vous allez me dire, mais il y en a qui ont de l'eczéma depuis tout petit. Ouais, ils n'ont pas hérité d'un super terrain. D'accord ? Donc au niveau du microbiote, chacun a sa propre carte d'identité. C'est pas un code QR, désolé. Je suis pas à jour. Donc chacun a sa carte d'identité fécale, on peut dire ça comme ça, puisque les bactéries dans le gros intestin notamment, elles sont chargées aussi de fabriquer les sels, ce qu'on appelle aussi les FEC, les déchets. Donc tous les aliments non digérés vont être fabriqués en sels pour être éliminés. Et puis en fait, il n'y a personne qui a le même microbiote. Et en fait, on constate que suivant les endroits du monde, suivant les régions par rapport à l'alimentation, la culture alimentaire, les microbiotes vont être différents. Donc c'est ça qui est intéressant, il n'y a personne qui a la même empreinte en fait bactérienne au niveau du génome bactérien. Donc ces bactéries qui contiennent aussi des gènes, donc des informations. Alors on a découvert beaucoup de choses ces dernières années par rapport aux bactéries. On a même découvert qu'elles sécrétaient des substances. Donc bactéries, quand je dis bactéries, c'est généralisé, donc on va dire plutôt micro-organismes, parce qu'il faut inclure aussi les champignons, les levures, les virus. Donc ces micro-organismes sécrètent des substances qui communiquent avec le cerveau par voie sanguine et également par voie nerveuse, donc via un nerf qu'on appelle le nerf vague. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Et en fait, si ce microbiote communique avec le cerveau, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont vivants, cette équipe, et puis ils ont besoin d'être nourris. Donc ils vont demander au cerveau, justement, la nourriture dont ils ont besoin.
Donc notamment, vous pouvez avoir certaines levures, comme le Candida albicans, peut-être que vous avez déjà entendu parler, donc qui est une levure qui prolifère, qui peut proliférer dans l'intestin, qui est naturellement présent et qui est très gourmand de sucre et qui peut influencer vos comportements alimentaires, du coup, vous pousser à manger plus de sucre à cause justement de sa présence. Et ce Candida albicans, il est présent dans l'intestin, mais s'il colonise, s'il a l'opportunité de coloniser, donc pour qu'il ait l'opportunité, il faut que les bonnes bactéries soient en nombre insuffisant, parce que c'est elles qui font barrière en fait. S'il a l'opportunité de coloniser l'intestin, il peut aussi remonter dans tout le tube digestif jusque dans la bouche, ce qu'on appelle le muguet, d'accord ? Et puis aussi, même en dehors du tube digestif, dans les muscles, dans les articulations. Et ces levures, en fait, comme le Candida albicans, sécrètent énormément de toxines, et notamment une quinzaine, ces toxines qui vont circuler aussi même jusqu'au cerveau et vers tous les organes par voie sanguine. Donc on assiste souvent à des gens qui ont une candidose, donc c'est quand même dans les statistiques 70% de la population, et qui ont des troubles de l'humeur, des troubles de la mémoire, de la déprime, de la dépression, et puis ça peut accentuer aussi les maladies neurodégénératives. Donc au niveau du cerveau notamment, vous avez aussi une barrière qui protège votre cerveau, qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, donc cette enveloppe en fait qui essaye le plus possible, en tout cas tant qu'elle peut, de protéger le cerveau des toxines. Au bout d'un moment, pareil, comme l'intestin, à force d'être irrité, à force d'être agressé, cette barrière elle devient poreuse, perméable. Donc vous diriez que c'est une bonne idée de prendre des probiotiques quand on a une maladie psychique, on est d'accord? Oui et non, parce que en fait quand on achète, est-ce qu'on met les nouveaux meubles dans une maison sale? Non. On commence d'abord par nettoyer le terrain, ce qu'on appelle le drainage. En naturopathie, aujourd'hui, on utilise plutôt le mot détox. C'est un peu plus fun. Il ne faut pas faire n'importe quel détox. D'abord, l'idée, c'est d'aller cibler en fait, le problème. Parce que la détox, elle doit être adaptée en fait, à la cause du problème. On ne va pas avoir les mêmes protocoles de drainage pour une candidose digestive que pour une prolifération d'Helicobacter pylori, etc. En fait. Donc, il faut remonter la cause et en même temps, évidemment, il faut faire des corrections diététiques. Parce que par exemple, pour le Candida albicans, on a effectivement des protocoles, mais on a des réglages diététiques qui doivent être faits en parallèle. Et cette diététique, elle doit être aussi accompagnée d'un mode de vie qui soit adéquat, parce que la consommation de sucre, elle est accentuée par quoi, d'après vous? Stress. Par le stress. Voilà, le stress, et puis c'est un mot poubelle, on met tout dedans. Donc dans le stress, il y a aussi toutes nos blessures, toute notre histoire de vie. D'accord, le stress et puis la fatigue. Donc en fait, si on ne fait pas un travail en amont, en fait, on a toujours les mêmes résultats. Ça ne fonctionne pas. Donc il ne suffit pas de balancer des protocoles et puis de dire débrouillez-vous avec ça. Plus l'assiette santé, ça ne marche pas. On revient toujours comme au Monopoly à la case départ. Okay. Donc l'idée, notamment, c'est de favoriser la prolifération de bonnes bactéries. Donc quand on parle de probiotiques, c'est des bonnes bactéries, mais d'abord il faut purifier l'intestin, purifier le terrain. Puis c'est vrai qu'on fait un peu de la médecine naturelle à l'aveugle quand on prend des probiotiques, parce qu'on ne sait pas exactement en fait quelle souche exactement notre intestin manque. Donc là, ça fait environ une quinzaine d'années qu'on s'intéresse à la santé intestinale. On sait déjà beaucoup de choses, mais il nous manque encore des précisions. Donc l'idée, c'est vraiment d'écouter son corps et puis d'être suivi, évidemment, pour que ce soit vraiment adapté et puis de varier les souches le plus possible. C'est pour ça que vous pensez quoi du kombucha? Il ne faudrait pas le prendre tout le temps, ou parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'on manque comme bactéries. Donc dans le kombucha, il n'y en a qu'une seule ou enfin... Alors, en fait, on a des lactobacillus qui sont des bonnes bactéries, mais l'idée, en fait, quand on prend du kombucha, est-ce que c'est... comment dire? Est-ce que c'est juste ici et maintenant? Si par exemple on a une candidose, en fait on doit éviter tout ce qui est fermenté dans un premier temps, en plus du sucre. Donc le kombucha en fait c'est fermenté, il y a fermentation derrière. Donc même si c'est sain, si on doit traiter la candidose, pour le moment de la candidose, il y aura, ça ne sera pas approprié d'aller prendre du kombucha, pas tout de suite. Et quand on le prend, l'idée c'est de faire des cures et puis après de varier encore une fois les souches. Donc on verra justement tous les aliments qui favorisent l'immunité et puis le microbiote. Donc notamment vous avez le livre d'André Burkel, le régime microbiote, qui est intéressant avec tous les aliments qui nourrissent les bonnes bactéries dans l'intestin pour qu'elles prolifèrent. Évidemment ce livre il est adapté à quelqu'un qui n'a pas de maladie digestive, qui n'a pas de maladie inflammatoire de l'intestin avec des proliférations de levures, etc. Parce que dans ce cas-là, dès qu'il y a pathologie, il doit y avoir une médecine nutritionnelle sur mesure en fait.
qui doit être adapté. Donc là, ça nécessite des analyses spécifiques, notamment il y a un bilan qu'on appelle le bilan des métabolites urinaires, où en fait on va retrouver les sécrétions des micro-organismes pathogènes dans les urines. Et ça nous permet d'identifier si on a un excès de putréfaction dans les intestins, de fermentation, de levure, puis de voir à quel degré aussi pour traiter le terrain. Donc voilà, alors on a plein de choses, on peut aussi avoir des parasites, donc il y a des statistiques qui disent que 8 personnes sur 10 ont des parasites et qu'ils ne le savent pas. Et souvent on pense qu'il n'y a que nos enfants et nos animaux qui ont des parasites. Rien qu'en tenant la barre des caddies dans les magasins, c'est 10 fois plus sale que les toilettes publiques. Donc il faut faire attention aux parasites parce que c'est pas toujours symptomatique. Des fois on les voit dans les selles et des fois pas. Ils peuvent être microscopiques et surtout générer beaucoup de problèmes. Donc notamment manger ce que vous mangez, donc vos vitamines, vos minéraux, générer de la fatigue, sécréter des substances aussi qui vont irriter aussi la muqueuse de l'intestin. Donc en fait ils s'installent confortablement en fait, dans l'intestin, ils peuvent créer des troubles de l'humeur, notamment chez les enfants on dit quoi, t'as des vers. Mais bon, chez les adultes, ça existe aussi. Donc, normalement, dans l'idéal, il faudrait se faire vermifuger, en tout cas au moins une fois par année. Il y a des aliments aussi qui sont naturellement vermifuges. Et puis voir si on est, si on est exposé en fait, dans notre environnement aussi aux parasites. Donc, si on est en contact aussi avec des enfants, avec des animaux, forcément, on est un peu plus exposé. Donc voilà, c'est pas très glamour ce que je vous raconte, mais c'est comme ça. Je m'excuse l'élixir du suédois suffit si on fait des cures une fois par année ou... Oh, je crois pas, non. Pour les vers, certains vers, non. Non, ça suffit pas. Parce qu'ils disent que Ouais, ils disent, mais... c'est tellement horrible de prendre cette pastille, là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est du suédois, mais... Il y en a qui ont essayé, puis que, voilà, ils ont pris sur... Souvent, 5 jours avant la pleine lune, et bien, surtout, il faut regarder ça, mais ça suffisait pas. Donc il faudrait prendre ce fameux médicament là. Non, il y a qui n'a pas beaucoup d'effets secondaires, mais on ne rappelle plus comment ça, le Vermox. Ça, il n'y a aucun souci. Et ce qu'il y a aussi, en parlant de ces vers, il y en a de plus en plus qui souffrent de vers solitaires, qui ne se rendent pas compte. Depuis qu'on mange des sushis et puis des poissons mal cuits. Alors souvent il y a de plus en plus de tous les sens de vers solitaires. Le ver solitaire, on ne se rend pas compte, on est nerveux comme pas possible, on ne dort pas bien, on se réveille, on a faim, après on n'a plus faim, on a les boulimiques, on en plein. Et souvent on cherche midi 14 heures, il est obligé de faire une analyse des selles pour regarder si on a le ver solitaire. Parce que c'est assez rare quand on voit dans les selles, quand c'est des anneaux comme ça, des fois ils perdent un anneau, et là quand on voit, mais il faut faire vraiment une analyse des selles, et comme je dis, il y en a de plus en plus qui souffrent de ces vers solitaires qu'on ne parlait pas avant. Mais justement, comme c'est des poissons mal cuits, et souvent les sushis maintenant, qui amènent ce vers solitaire. Et le Vermox, c'est... Ouais, bon, sinon, il faut un spécifique vers solitaire. À ce moment-là, le Vermox, il n'est pas suffisant. Il y a vraiment il y a un autre nom, enfin bref, c'est pour les oxyures et les ascaris, tout bêtement. On va faire plus une cure de 3 jours. C'est le matin, midi, soir, les comprimés. Il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, mais c'est mieux parce que comme ça débarrasse. Et parce que c'est vert, c'est embêtant, parce que là aussi on dort mal, les gamins dorment mal, ils sont excités, on se demande pourquoi, puis dans des verres, dans le temps, on nous vermifugait, on ne nous demandait pas si on voulait ou pas. Nos parents, en printemps, automne, ils nous vermifugeaient, puis ils avaient raison. Il faut faire toute la famille en général, il ne faut pas faire qu'une seule personne. Donc c'est vrai qu'on est bien habité. De toute façon, on dit que l'être humain, il est seulement 10% humain et 90% bactérien. Donc on a 10 fois plus de micro-organismes dans le corps que de cellules humaines. Donc c'est vrai que si vous sentez seul comme ça, vous pouvez vous dire que vous êtes bien accompagné. Voilà, donc si on regarde les fonctions principales du microbiote intestinal, donc fonction digestive, donc on a dit transformation des aliments non digérés en sel, d'accord ? Donc on sait que le transit, c'est aussi une inquiétude, souvent cette constipation ou alors ces diarrhées. Avant, quand on disait comment ça va, ça voulait dire comment tu vas à sel. Maintenant, quand on dit comment ça va, on ne pense pas ce qu'il y avait derrière à l'origine, parce qu'on savait en fait que les selles, en fait, la régularité des selles, la consistance des selles, la couleur des selles était significative en fait de la santé de la personne.
Donc après, ça ne veut pas dire que parce qu'on a des bonnes selles, on n'a rien derrière. Hein. Ça arrive des fois qu'on a des bonnes selles et puis il y a quand même des problématiques parce que chacun est différent. Donc notre microbiote synthétise aussi des vitamines comme la vitamine B12 et la vitamine K. Donc la vitamine K qui est la vitamine de la coagulation, donc coagulation, réparation, cicatrisation. Donc notamment quand on a un microbiote qui est perturbé, ou au pire quand on a fait une chirurgie de l'intestin, hein, quand il manque un bout d'intestin, souvent on a des problèmes de cicatrisation comme par hasard, mince alors. Et on ne pense pas en fait à tous ces trucs-là, on dit c'est pas grave, comment il va se débrouiller, ça ne se passe pas aussi facilement que ça. Donc aide à extraire les calories des aliments que nous ingérons, donc c'est notre microbiote aussi qui va décider qu'est-ce que vous allez faire de vos calories. Est-ce que vos calories vont être transformées en énergie, ou alors votre corps en fait il va plutôt favoriser le stockage des graisses par exemple. D'accord ? Et votre microbiote il peut même utiliser certains acides aminés qui viennent des protéines. Quand on parle d'une protéine, en fait vous représentez un collier avec un collier de perles par exemple. Chaque perle c'est un acide aminé. D'accord ? Il y a 20 acides aminés. Et puis certains acides aminés, on les appelle des acides aminés essentiels, qui peuvent être apportés uniquement dans notre alimentation. Et tous ces acides aminés-là ensemble permettent de refabriquer des tissus, donc de régénérer la peau, les os, les cellules du système immunitaire, les anticorps, les neurotransmetteurs, etc. Et puis du coup, c'est important qu'on puisse avoir ces substances. Donc notamment, quand on parle de surpoids, on sait qu'aujourd'hui le surpoids il est en lien avec notre microbiote. Donc si on a un microbiote perturbé, on peut justement être prédisposé à prendre facilement du poids. C'est pour ça en fait qu'on voit qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Hein. Il y en a qui regardent un éclair au chocolat, ils prennent 1 kilo, et puis d'autres ils s'empiffrent. Et puis en fait ils vont voir la nutritionniste pour dire s'il vous plaît j'aimerais prendre 500 grammes et j'y arrive pas. Vous voyez ? Donc c'est notre microbiote en fait qui va décider de beaucoup de choses. Donc il synthétise des substances protectrices pour la paroi de l'intestin parce que c'est aussi notre microbiote, cet écosystème qui s'occupe de l'intégrité de la paroi de l'intestin, qui s'occupe de l'entretien. Ah oui, il faut bien des gens pour l'entretenir, cette paroi qui est tout le temps en contact avec des aliments. Sur une vie, on absorbe environ 70 ml de nourriture hein, quand même. Puis après, je ne parle pas du reste. donc évidemment, cette irritation qui est générée par notre alimentation, qui n'est pas toujours soft, il faut derrière de la réparation. Donc les bons micro-organismes vont sécréter des substances pour réparer et entretenir la muqueuse de l'intestin. D'où l'importance de nourrir ces bonnes bactéries. Donc la nourriture des bonnes bactéries, je vous dis déjà, ça s'appelle des prébiotiques. Les bactéries, c'est des probiotiques. Les prébiotiques, c'est ce qui va les nourrir. Après, on peut se détacher des termes un peu scientifiques, tant qu'on a compris, c'est le principal. Le système immunitaire, donc on a vu que c'était 85% d'immunité totale, mais encore, donc on a vu que le microbiote était en communication constante avec le foie, donc c'est pour ça qu'on parle du système entéro-hépatique. Entéro, c'est l'intestin, hépatique, c'est le foie. Tout ce qui part des intestins, avant que ce soit distribué dans le corps, ça va au foie. Donc dès que ça fermente, il y a des toxines, des machins, hop, après c'est le foie qui ramasse tout, qui va faire encore effet barrière, qui va essayer de filtrer le plus possible jusqu'à ce qu'il arrive à saturation au bout d'un moment. Donc le foie qui s'engorge, le foie gras, ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Donc il y a plein de troubles hépatiques qui peuvent s'installer à cause qu'il n'arrive plus à gérer en fait au bout d'un moment. Puis le foie, il assure quand même plus de 200 fonctions dans le corps. Certains scientifiques disent même 500. Donc quand le foie il commence à être malade, là on se dit ok, là on a l'étape numéro 2 de la dégradation des terrains. Donc on parle aussi du coup de drainage hépatique, mais il n'est pas justifié de faire un drainage hépatique avant de drainer l'intestin, puisque s'il y a des problèmes dans l'intestin, en fait vous ne commencez pas par le bon bout, parce que tout ce qui part de l'intestin va aller au foie. Donc c'est pour ça qu'il faut se défaire aussi de toutes ces modes à partir systématiquement dans des détox hépatiques sans avoir d'abord traité l'intestin. Il y a une logique en fait. Donc le cerveau, donc connexion intestin-cerveau en permanence, donc on a quand même 80% d'informations qui partent des intestins et qui vont au cerveau en permanence, par voie sanguine et par voie nerveuse, donc via le nerf vague. Et seulement 20% qui part du cerveau et qui va à l'intestin.
Donc on pensait avant que c'était l'inverse. L'intestin, c'est le premier cerveau, parce que quand on voit à quel point ça nous influence, c'est juste énorme. Donc on le voit notamment quand on fait un jeûne. D'ailleurs, je donne une conférence sur le jeûne au mois d'octobre. Quand on fait un jeûne, tout à coup, on commence à avoir de la clarté mentale. Une fois qu'on a passé la crise d'élimination, il y a tout qui s'éclaircit, parce que évidemment, on fait le vide aussi. On a fait le vide aussi en bas. Et puis il y a une décharge digestive telle que du coup, il n'y a plus toutes ces informations en fait, qui viennent nous embrouiller le mental. Donc on augmente nos capacités intellectuelles et c'est juste impressionnant de se dire tiens, je ne mange pas. Puis pourtant, en fait, j'ai toutes mes facultés qui sont... Donc là, notamment, cette semaine, j'ai fait 3 semaines en tout de jeûne. J'ai presque plus envie de remanger tellement je me sentais bien et j'ai travaillé tous les jours. J'ai même fait un déménagement, j'ai fait une randonnée. Et plus j'allais de l'avant, puis plus j'avais d'énergie. Donc pour dire que, voilà, après je suis quand même dans un corps d'être humain, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on va repasser à table. Voilà, donc le système respiratoire, donc tous les problèmes pulmonaires, l'asthme notamment, difficulté à respirer, enfin peu importe toutes les pathologies qui touchent les poumons, c'est aussi en lien avec l'intestin. La peau, on l'a dit tout à l'heure, musculo-articulaire, etc. Donc il y a vraiment des branches un peu partout. Est-ce que tu veux approfondir là-dessus? Non, c'est bon. Ça joue? Je dirais comme ça. L'intestin va, tout va. Exactement. Alors moi je vous propose de faire une pause de 15 minutes, comme ça vous pouvez vous hydrater. On a des petites choses, des petites graines et des fruits secs. Donc on reprend en 15 minutes.